Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on se retrouve avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours à 52 dans le neutral et du côté des marchés US, on est également toujours dans la zone de grid à 65. Bon, ce soir je vous retiens pas plus longtemps, vous pouvez vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, soyez prudents sur les marchés, c'était Zap Crypto. Après ça, l'autre nouvelle que je vais te parler, mais c'est pas une nouvelle en fait, c'est que hier j'ai eu une réunion avec des gens à mon école de karaté et j'ai quelqu'un qui beaucoup dans la business, puis qui m'a lâché une petite craque en voulant dire le Bitcoin, c'est la crypto, c'est comme une religion. Puis j'ai comme fait, est-ce qu'il y a une partie de vrai là-dedans? Parce qu'on en parle régulièrement de la crypto. À tous les jours, je fais des vidéos ou presque. Il y a vraiment une communauté derrière ça. Mais est-ce que ça fait de nous des gens insensés qui vont justement obéir aveuglément à quelque chose comme une religion? Parce qu'on sait qu'une religion, habituellement, c'est tu t'ostines pas, tu fais, puis bon. Ben, je pense qu'il y a quand même une très grande différence à avoir entre les deux. Les gens, en général, quand ils vont voir des gens comme moi faire des vidéos, vont dire que c'est des gens là, qui ont juste une chose en tête, faire de l'argent. Mais ça va plus loin que ça, la crypto, guys. Le Bitcoin, c'est une révolution technologique qu'on n'a jamais vue depuis l'invention d'Internet. Littéralement. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on essaie d'éveiller les esprits là-dessus, parce qu'ailleurs, les gens sont en train de l'adopter de façon massive. Dubaï, je regardais ça hier, un reportage. Dubaï, je ne sais pas combien il y a de compagnies de crypto-monnaies là-bas, mais c'est de plus en plus gigantesque. Donc, on ne peut pas dire que la crypto, ça n'aura pas sa place dans un futur et que le Bitcoin n'aura pas sa place dans un futur non plus. Donc, en ce moment, c'est normal qu'il y ait énormément de gens qui en parlent parce qu'on y croit. Est-ce que ça veut dire qu'on est des crétins et qu'on vit dans une religion et qu'on est complètement borné? Absolument pas. Coinbase accuse maintenant Binance un potentiel d'initié au cœur de la bagarre. Pensez-vous que le tweet de Cézanne ne lui a pas trop plu à Armstrong? Donc il répond en fait de façon assez précise, toujours, c'est très sniper, et ils s'explosent entre eux et c'est pas fini. Je vous le dis franchement, la guéguerre des échangeurs pour la domination du monde, elle est loin d'être finie. Je pense qu'elle ne fait même que commencer. Et on aura beaucoup de FUD dans ce sens-là. Des gros tomberont très probablement, j'espère le plus tard possible. Et on aura pris potentiellement nos profits. Ça finira bien sûr par arriver. Il y a des géants de la tech des années 2000 qui sont tombés. Et pas des petits, des très très gros. Donc ne pensons pas que Binance ou d'autres grosses structures type Coinbase, type Bybit, ce que vous voulez, ne peuvent pas tomber et sont infaillibles. Ce n'est pas vrai. Clairement, Et je ne parle même pas de la défaillance humaine ici. Je parle plutôt des choix stratégiques et des choix structurels et des réglementations potentiellement en vigueur. Parce que des délits initiés, etc., généralement, ça coûte cher. Ensuite, nous avons Ethereum, donc notamment les devs qui ont créé un shadow fork, donc c'est un fork discret qui est derrière pour pouvoir tester si oui ou non tout se passe bien au niveau de Shanghai, si les retraits se déroulent bien, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que principalement Shanghai est en bonne voie et devrait arriver en mars. Encore une fois, sur Shanghai, si vous connaissez pas mon avis, je vous répète que j'ai tendance à penser que ça ne changera pas grand-chose, parce que oui, les Ethers seront libérés, mais encore une fois, ils ne seront pas libérés en une fois, ils seront étalés pendant 18 mois, 24 mois, ce qui est quand même très très important en termes de delta, et on rappelle que les personnes qui ont locké, la majorité ont un PMA, donc un prix moyen d'achat au-dessus de 2000, donc on est très très loin, c'est pas les personnes qui vont vendre, et tous ceux qui ont stacké avant, et donc qui ont des PMA très bas, ça veut dire qu'ils ont stacké sur un projet qu'ils ne savaient pas que potentiellement ça allait éclater. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà confiance à Ethereum. Donc oui, il y aura peut-être une prise de profit, mais qui somme toute sera minime. Les personnes vont rester sur Ethereum pour continuer à récupérer les différents fees des nodes. Enfin, c'est pas des personnes qui vont annuler leurs nodes. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a eu un mineur maintenant, une autre actualité, un mineur de Bitcoin qui a été extrêmement chanceux. Avec quelques machines, a priori il avait uniquement 10 TH par seconde, ça correspond à peu près à 4 machines qui coûtent à peu près $200 pour obtenir ce type de puissance de calcul, et juste avec ces machines-là, il a pu miner un bloc.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été récompensé de 6,35 bitcoins. Donc c'est plus de 100 000 $ pour avoir miné un bloc. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est vraiment extrêmement rare. Selon les calculs ici de Decrypt, il y avait à peu près une chance sur 26 millions que ça arrive. Une chance sur 26,9 millions de pouvoir miner le bloc. Donc une chance sur 26 millions ou 27 millions, ça représente à peu près en fait la probabilité de gagner au loto en France. C'est 1 sur 20 millions à peu près. Donc bon, ça vous donne une idée vraiment de la chance qu'il a eue, et tant mieux pour lui. Et ça montre aussi qu'il y a toujours des mineurs solo de Bitcoin. On a longtemps dit que c'était, enfin moi je suis le premier à dire que c'est c'est trop compliqué de miner du Bitcoin tout seul. C'est difficile d'être rentable entre les frais d'électricité, la probabilité de gagner un bloc, etc. C'est juste extrêmement difficile. Et là, ça le montre aussi, parce que la probabilité de gagner au loto, moi j'aurais préféré jouer au loto et gagner les X millions d'euros associés. Mais voilà, bravo aux mineurs du Bitcoin qui a pu obtenir le bloc. Dubaï, c'est l'Eldorado pour plein de gens, dont je pense que vous connaissez un peu ce couple, la team, Marc Blatta et Nadé Blatta. On va en parler rapidement. Pas, c'est que déjà c'est super. Ouais, c'est très bien. Pas laisser traîner vos yeux. Ouais, franchement, c'est pas grave si vous les connaissez pas. Donc, c'est deux gros tocards. Donc, ce ne sont pas les seuls à faire des rug pulls, à faire des espèces de Ponzi et à tirer l'arigot. Donc, c'est des gens qui promeuvent le copy trading et les trucs comme ça. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, les amis. Le trader qui a un bon plan pour gagner de l'argent, il va pas vous le donner, le plan, en fait. Voilà, tout simplement. Il va le garder. Non, mais alors pour lui. c'est marrant parce que tu voilà. dis que les escroqueries, c'est quoi? C'est du copy trading? En gros, si tu veux, tu vas envoyer 1000 balles. Donc sur ces 1000 balles, donc la plateforme va récupérer une commission et l'influenceur va récupérer une grosse commission. Et plus tu perds, et plus l'influenceur va gagner de l'oseille, tu vois. C'est aussi comme ça que ça marche. Oui, alors là, tu parles de quoi? D'affiliation un peu Voilà, l'affiliation. Et le copy trading, en gros, c'est un canal Telegram, et là l'influenceur va envoyer des signaux qui sortent de je ne sais où, tu vois, et qui disent on achète maintenant le Bitcoin, allez-y, c'est souvent des leviers x20, levier x100, voilà, exactement, aucun money management, aucun... Enfin, c'est très clairement, alors, c'est pas la pour... nouvelle crypto sortie de nulle part, voilà. To the moon, concernant Blatta, il a fait des projets NFT, des trucs un peu louches, et en gros, comme tu viens de dire, Peter, c'est des trucs du genre... c'est la nouvelle crypto, ça va péter, etc. Au final, ça pète rien du tout. Et il y a un collectif qui est en train de se créer. Je pense que vous suivez plus ou moins ce que fait Booba. Donc il y a Sadek qui a commencé l'année dernière avec ça. Et il y a de plus en plus de collectifs qui s'insurgent contre ça. Et je trouve ça très bien parce que le fait qu'ils soient à Dubaï, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Et je pense que ça va pas tarder à changer, tu vois. En gros, c'est quoi? C'est une action qui est menée d'ordre collectif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc une centaine de victimes, mais d'un peu tout, quoi, des influenceurs de la télé-réalité, quoi. Voilà. Donc que ce soit les gens qui te vendent des produits, je suppose, ou que ce soit d'autres qui te conseillent d'investir, la justice se penche sur leur dos suite donc à une plainte collective. Écoute, on avait appris récemment encore que les influenceurs, et là pour le coup domaine crypto, allaient être justement un petit peu plus épiés par la justice et par les autorités par rapport aux conseils qu'ils pourraient donner, on va dire. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait autant de temps qui suivent, autant de gens qui arrivent encore à suivre leurs conseils, qui arrivent à être aussi crédules par des mecs qui sont là, genre à Dubaï, en train de te dire j'ai le filon de l'année, envoie de l'argent. Et enfin, à quel moment tu te dis que ce gars-là, il est là pour te rendre service, quoi? Si on y réfléchit, on peut dire que le succès de Bitcoin entre 2009 et aujourd'hui a eu deux effets très importants. D'abord, ça a créé chez des millions de personnes le désir de reproduire le même phénomène, mais avec une autre crypto-monnaie. Des millions de personnes ont commencé à chercher soit le prochain Bitcoin, c'est-à-dire celui qui arriverait à faire mieux que Bitcoin ce que Bitcoin fait déjà, soit la prochaine crypto qui servirait à autre chose que Bitcoin. D'ailleurs, je comprends très bien ce sentiment parce que j'ai moi-même fait ce genre de recherche de pépites quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et donc le résultat de tout ça, c'est que il y a en permanence un marché énorme de personnes qui cherchent le prochain bon coup à faire en crypto et qui sont prêts à prendre plus de risques pour plus de gains potentiels. Sauf que si on pousse cette logique à l'extrême, au final, la seule chose qui compte, c'est la spéculation et l'utilité de la crypto,
passent carrément au second plan. Les nouvelles sur l'agrément PSAN, les inquiétudes des entreprises de l'industrie des crypto-monnaies semblent enfin avoir été entendues. Pour remettre un petit peu de contexte, vous vous souvenez certainement qu'en décembre dernier, un sénateur avait proposé un amendement visant à rendre obligatoire l'agrément PSAN. Pour rappel, à l'heure actuelle, le statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, se délivre sous deux formes, l'enregistrement et l'agrément. Sauf que pour le moment, aucune entreprise n'a réussi à obtenir ce fameux agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Et donc, l'amendement de ce sénateur visait à rendre l'agrément obligatoire dès octobre 2023. Problème, il est actuellement quasiment impossible de l'obtenir dans les temps, au vu notamment des ressources mises à disposition par l'AMF et de certains prérequis encore inaccessibles pour les entreprises de l'industrie des cryptos. Et si vous voulez comprendre un petit peu mieux les complexités de cet amendement, je vous invite à regarder la vidéo de Valentin qui interviewe Owen Simonin, le CEO de Meria, et Faustine Fleuret, présidente de la DAN. Et pour revenir à cette actualité, eh bien, les députés Daniel Labaronne et Éric Botorel ont entendu les arguments des acteurs français, et notamment le manque de pertinence de l'agrément PSAN, et ils ont proposé une version améliorée et beaucoup plus cohérente de ces attentes réglementaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouvel amendement ne rend plus obligatoire l'agrément PSAN d'ici octobre 2023, mais il ne dédouane pas non plus les entreprises de leurs responsabilités et conserve des exigences strictes. Il y a une news que je trouve aussi intéressante, c'est le fait que le Brésil et l'Argentine sont en train de travailler sur la création d'une monnaie qui serait pour l'Amérique latine, qui serait sous forme de CBDC. Et donc là, on voit que ça avance vite entre les news entre la Russie, l'Iran, la Chine, maintenant l'Amérique latine. On voit que le système monétaire est en train de se fissurer, clairement, et que il y a un nouveau système qui va sortir de là, qui reposera sur les CBDC, aucun doute là-dessus, et sans monnaie de réserve reposant sur le dollar. Donc c'est vraiment passionnant à suivre. On est dans une période vraiment intéressante. Pour revenir sur le sujet des monnaies numériques de banque centrale, il y a le Royaume-Uni qui prévoit de faire un référendum sur la livre sterling numérique. Donc je trouvais ça intéressant. C'est plutôt que de dire on va prendre la décision nous-mêmes d'imposer à la population un sterling numérique. On va d'abord leur expliquer ce que c'est et on va leur demander leur avis via un référendum. Je pense que c'est l'approche la plus démocratique qu'il peut y avoir sur ce type de sujet, puisque en fait aujourd'hui on est plutôt sur un cas de figure où en fait ce sont les banques centrales qui créent leur monnaie numérique, donc à l'instar de la BCE en Europe ou de la Chine avec son yuan numérique, et qui l'impose aux populations. Donc je trouve que l'approche est plutôt à l'encontre de ce qui peut se faire aujourd'hui. Et également, en fait, on a carrément le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui se demande si, au final, ça servirait à quelque chose de faire en fait une monnaie numérique basée sur un registre distribué type technologie blockchain, parce qu'en fait, lui, il voit pas l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, la monnaie est déjà entre guillemets numérisé ou digitalisé. Aujourd'hui, plus de 90% de la masse monétaire mondiale est déjà numérisée. Ça y est, les fêtes sont derrière nous et avec elles, cette drôle d'année 2022 s'achève, commencée avec une guerre et finie dans un chaos économique. Une page se tourne et à ce sujet, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit riche de rencontres, de bons moments et surtout de belles opportunités d'investissement. Alors justement, savons-nous déjà à quoi elles vont ressembler, ces opportunités, cette année? Difficile à dire dans une ambiance pareille. La reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine, ou les tensions entre la Russie et le monde occidental, ou encore l'implication croissante des États-Unis dans le dossier de Taïwan, voici les principaux risques qui pèsent sur l'économie mondiale. Et à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de se prononcer sur leur évolution, alors personne ne s'y essaye. Par contre, ça ne décourage pas économistes, analystes et experts de tous horizons d'émettre leurs prévisions sur nos activités en 2023 dans l'hypothèse d'un maintien des conditions actuelles. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'autant plus que les avis sont partagés. Les plus optimistes tablent toujours sur un atterrissage en douceur aux États-Unis, pendant que d'autres, plus prudents, s'attendent à des creux de 6 mètres et une houle infernale sur les marchés. Oui, 2023 va être une année pivot, mais dans quel sens va partir l'économie? Monsieur Alf, qui nous dit, alors fais attention, hop, je vais traduire ici, nouveau plus bas pour l'indice américain des indicateurs avancés, tu l'as ici, cet indicateur a un taux de réussite de 100% sur l'anticipation des récessions avec un décalage de 7 à 8 mois. Il pointe maintenant vers une récession à partir du deuxième trimestre et à égalité avec la récession de 2001. Donc le marché en attendant, soft landing et la la land. Bon, en gros, il nous dit, lui, que on va vers une récession vraiment pas belle du tout. Et en ce moment, le marché, c'est plutôt... Tout va bien, je vais bien, on achète des actions. Voilà. Comme je vous disais depuis une bonne semaine ou deux, c'est que d'un côté, il y a dans le marché, on distingue à deux choses. D'un côté, il y a les investisseurs, de l'autre côté, il y a ce qui se passe, le vrai marché en mode
Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, si tu veux. Les investisseurs, eux, ils sont en mode, dès que on s'en fout de récession, le but c'est de casser l'inflation. Récession, tant mieux, récession, ça fera baisser l'inflation, donc c'est bon, on peut acheter. Les gens sont un petit peu trop bullish, je pense qu'ils voient moins à long terme, on parle de 6 mois, 8 mois, 1 an, que si vraie récession arrive, ça va éclater tous les investissements par terre. Donc, faut quand même faire attention. Et là, ici, Monsieur Alf, il nous dit, si récession arrive et cet indicateur qui a eu 100% de hit rate dit que récession arrive, ça fera très mal. Ça fera très mal. Donc, peut-être milieu d'année 2023, peut-être fin d'année 2023. Donc, voilà. Les cours boursiers vont certainement rebondir lorsque la Fed annoncera une pause du côté de ses hausses de taux d'intérêt. Cependant, la fête est souvent de courte durée lorsque ça se produit. En fait, les cours boursiers atteignent toujours leur point bas une fois que la Fed se met à couper son taux directeur quelques mois plus tard. Pourquoi? Parce que les coupes sont décrétées afin de tenter de stopper l'hémorragie de l'économie qui ralentit trop fortement à la suite du resserrement des conditions financières opérées par la Banque centrale. C'est aussi une période qui coïncide avec un effondrement plus ou moins important des profits des revenus des entreprises et donc de leurs cours boursiers. D'abord, la courbe de rendement en jaune s'inverse en raison des hausses de taux directeurs décrétées par la Fed, juste en dessous en mauve, qui laisse présager un ralentissement de l'économie au marché. L'économie ralentit, comme nous le démontre l'indice du PMI en violet, et elle finit par rentrer en récession, en orange sur le graphique du haut. La Fed stoppe ses hausses de taux directeurs et les maintient élevés plus ou moins longtemps. Les marchés boursiers réagissent positivement à la nouvelle, mais le rallye est de courte durée. L'économie continue son ralentissement. Les entreprises voient leurs revenus et leurs profits chuter. Les mises à pied débutent. La Fed, prise de panique, coupe rapidement son taux directeur et c'est à ce moment que les cours boursiers se redressent en prévision d'une stabilisation ou d'une reprise de l'activité économique. Il y a beaucoup de choses sur ce graphique, mais voilà le topo. Alors, oui, la clôture hebdomadaire, elle est favorable. Ça, je remonte pour le plaisir. Les divergences haussières, qu'est-ce qu'elle était belle. Celle-là, rappelez-vous, ça fait des mois qu'on en parle. Bon, le RSI dépasse 50. Ça rappelle énormément le premier trimestre 2019 ou encore mieux le printemps 2012. Et moi, je me dis qu'on peut aller chercher 70. Regardez comme c'est comparable. Et qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Bon, ça, il faut pas s'emballer parce que le contexte n'est... Vous savez, mes amis, je me permets de vous appeler mes amis. Sauf si ça vous offense. Mais c'est très comparable au démarrage du printemps 2012 et 2019. La chose qui n'est pas comparable, c'est le cadre fondamental. En 2012, au moment de la crise du Covid, les taux d'intérêt étaient à 0. C'était l'open bar des banques centrales. Or maintenant, les banques centrales réduisent leur bilan, ont définitivement abandonné les taux négatifs, sauf la Banque du Japon. Ça, c'est un autre sujet. Donc, si nous étions dans le cadre fondamental d'avant, moi je disais, en route à 30 000 $, avec une forte probabilité. Techniquement parlant, j'ai envie de vous dire ça. Fondamentalement parlant, ce point de vue peut être sabré, guillotiné à tout moment. Au niveau des spreads futurs, qui sont d'excellents indicateurs pour juger si un marché est en euphorie ou pas. Plus le spread est élevé, donc plus la différence de prix entre le contrat futur et le contrat spot, et le marché spot, est élevé, plus le sentiment d'euphorie est marqué. Par exemple, au top, en avril 2021, sur le Bitcoin, quand on était vers les 60 000 $, on avait des spreads futurs qui sont montés jusqu'à 10 000 $. Ça veut dire qu'en gros, sur le futur, on était à 79 000 $, 75 000 $ à peu près, et sur le spot, on était à 65 000. Donc ça témoigne d'un marché euphorique. Les gens estiment que le prix sera très haussier à l'avenir, tout simplement. Donc c'est vraiment de l'euphorie. Pareil, ici en novembre 2021, on avait des spreads futurs de plus de 4 000 $, donc pareil, ce qui veut dire que les gens étaient en train de pricer un marché très haussier à l'avenir. Et quand on a des spreads de 100, 200, 300, 500, 1000 $, c'est pas trop un problème. On est en train juste d'annoncer que la demande est supérieure à l'offre. En fait, on dit que ce marché il est sous contango. Sous contango, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre est inférieure à la demande, donc la demande surperforme l'offre, et les investisseurs sont pas pessimistes concernant le prix futur, mais ils sont optimistes, pas euphoriques, mais optimistes. Quand on est sur ces niveaux, ça veut dire euphorique. Quand on est sur ces niveaux, ça veut dire optimiste. Et quand on est avec des spreads négatifs, donc le prix du futur est moins cher que le spot, on dit qu'on a un marché qui est pessimiste, qu'on est en backwardation,
Et par exemple, ici, on était en backwardation de novembre jusqu'à janvier. Ce qui veut dire que les gens étaient très pessimistes concernant le prix futur du Bitcoin. C'est ce qui a permis de poser notre bottom. Les gens voulaient voir un Bitcoin plus bas, 11 000, 10 000, 12 000, et ça se voit sur les spreads. Et là, actuellement, oui, les spreads remontent, mais on n'est qu'à $300 de spread. C'est clairement pas un marché euphorique. C'est un marché qui est optimiste et qui est en train de quitter justement cet état de pessimisme. Donc l'optimisme revient, mais l'euphorie n'est pas du tout encore présente ici. Voilà. Ensuite, on va enlever ça. Ah oui, je voulais vous montrer le Bito. Donc ça, pareil, hein, c'est le plus gros ETF Bitcoin. Donc là, c'est les professionnels. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est ultra bullish, ultra dynamique. Hein. Hop, est-ce que je peux prendre comme ça? Non. Il y a des W dans les W, dans des W, dans des W. Breakout juste ici, ça c'est chiant quand même, l'info qu'ils mettent là, c'est un peu naze. Donc breakout ici, hein, comme le BTC. Et là, pareil, c'est comme si on faisait une tasse séance. Hein, ok, donc là, on est ultra bullish. Donc ça veut dire que sur le BTC, on est plus flat là depuis quelques jours, alors que sur chez les professionnels, on continue à monter. Donc c'est une bonne nouvelle parce que dites-vous que c'est les professionnels qui mènent ce marché en premier lieu, et ensuite c'est les particuliers qui viendront pour FOMO parce que il y a tous les médias qui vont commencer à en parler, tous les influenceurs, tout le monde va commencer à s'exciter, tous ceux qui ne connaissent rien en crypto, et là tout le monde va mettre de l'argent, et là ça sera le moment justement de faire quoi? Dites-le en commentaire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a tous les particuliers qui arrivent? Alors j'allais dire un truc pas trop bien, mais on leur vend nos cryptos, voilà, pour être beaucoup plus cordial. Ensuite, on a les parfums Yves Saint Laurent qui arrivent dans le Web 3. Alors pour l'instant, on sait pas grand chose. On sait qu'il y aura que la collection va être en 2 parties. Ça va s'intituler du coup Black Opium, The Night is Ours. Donc la nuit est à nous. Et pour la faire courte, ça va arriver début mars et il y aura 2000 NFT, donc des plus rares, avec des avantages du coup digital, donc à la fois NFT et à la fois physique. Donc on suivra ça bien entendu. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.